merci de votre présence pour cette deuxième levée des rendez-vous de Castan. Vous savez qu'on a souhaité, j'ai souhaité qu'on puisse avoir ces temps de débat sur des sujets qui intéressent la vie de la région, l'actualité régionale ou les politiques régionales. On avait la dernière fois un sujet important sur les addictions, la prévention des addictions, sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je me suis beaucoup intéressé à la question de la répression du trafic de stupéfiants et que je pense que nous avons un rôle important à jouer en termes de prévention, notamment dans le cadre de notre compétence lycée. Et c'est un sujet important. Alors ce soir, autre sujet que Salima Inezaren, qui a la délégation dans notre exécutif sur cette question de la laïcité, va animer, c'est celui du 120e anniversaire de la loi de 1905. Nous avons fêté le 9 décembre. On avait tout à l'heure l'intitulé de cette réunion, la laïcité, un héritage à faire vivre. Où en est-on en 2025 en Bourgogne-Franche-Comté ? C'est un sujet qui est extrêmement important, qui d'ailleurs peut-être n'a pas connu au moment de l'anniversaire de la loi de 1905 le succès qu'il aurait justifié ou mérité. Par habitude, par désintérêt, par ignorance. Et donc, nous sommes vraiment fondés ce soir à revenir sur cette question-là, parce qu'elle est au cœur de notre vie collective. Elle pose des questions qui sont des questions fondamentales dans le pacte social et dans la vie de la République. Et puis, elle intéresse aussi, et c'est pour ça que vous êtes au Conseil régional ce soir, nos politiques publiques. Et d'ailleurs, un des derniers événements marquants dans cette région, il s'était passé dans notre hémicycle à Dijon, où la question du port du voile avait fait grand bruit. Donc, ça anime le débat public, ça anime le débat républicain, ça anime le débat régional. On est là pour ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se dise tout va bien ou c'est la catastrophe. Il faut qu'on travaille et qu'on continue d'approfondir cette question et de voir comment nous pouvons mettre la laïcité en œuvre dans notre vie collective. Au niveau régional, nous avons fait des choix importants, puisque par exemple, nous avons mis en place des cycles de formation du personnel. Plus de 3000 agents ont été formés. Donc ça, c'est concret. Ça permet de traiter la question de la laïcité dans l'exercice des compétences régionales. Nous avons mis aussi en place une charte laïcité qui a été votée fin 2020 et 2513 associations en sont signataires, puisque pour obtenir une subvention régionale, il faut s'engager sur un minimum de valeurs. Donc c'est un moyen très concret de poser la question de la laïcité dans l'exercice des compétences régionales. Alors, on sait que le cadre national a beaucoup bougé, puisque un observatoire a disparu, un comité interministériel est apparu discrètement, puisqu'il ne s'est réuni que 2 fois depuis sa création. On a une initiative du côté de l'éducation nationale pour faire remonter les atteintes à la laïcité à l'école, avec des référents qui travaillent en lien avec les équipes de direction, les équipes pédagogiques. Donc ce qui nous intéresse, c'est un peu de savoir comment vous, toutes et tous, là où vous êtes, vous vivez cette question de laïcité. Comment vous imaginez utile de nouveaux outils, comment les outils qui ont été mis en place fonctionnent. On a intérêt aussi à aborder la question de l'évolution des pratiques religieuses, de notre tissu associatif, du lien entre les deux. Et puis, on a sans doute des initiatives à prendre pour aller plus loin. Un observatoire régional de la laïcité existe, sa vice-présidente est présente. Je laisserai à Salima Inezaren le soin de présenter les intervenants pour ne pas prendre son travail. Mais on en sera membre, en tout cas on va s'y impliquer davantage encore. Voilà. En tout cas, ce qui est important, dans une période où vraiment on ne peut pas méconnaître que la République, notre société française, mais bien au-delà, connaît des tensions majeures et où les questions religieuses y jouent un rôle, c'est de trouver les voies et moyens d'avancer, de vivre ensemble, de se respecter, d'avoir des principes qui ne sont pas l'objet de critiques ou qui ne posent pas de difficultés dans leur application, parce qu'à chaque fois, l'étincelle menace de devenir incendie et on a plutôt besoin
de vivre ensemble apaisé. Donc voilà, je vous souhaite d'excellents débats. Je remercie Salima Inezaren pour le travail préparatoire qui a été le sien, en lien avec les services de la région, le cabinet. Je salue tous mes collègues conseillers régionaux qui sont présents, Loïc Niepceron, Frédéric Poncet, Amandine Rappen, Claude Mercier, la vice-présidente Sarah Percy. J'en ai sûrement oublié, non, je ne crois pas. Je vois la présidente du Césaire qui est très proche de la région, puisque le Césaire est notre institution jumelle. Voilà, donc merci à toutes et tous en vos grades et qualités d'être présents, et puis bon débat. Et à toi, Salima. Merci, Président, pour cette introduction qui pose le cadre de cette réunion. Alors, à mon tour de vous saluer toutes et tous en vos grades et vos qualités. Merci pour votre présence. Merci d'avoir fait le choix d'être là ce 18 décembre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par ailleurs, et ça montre aussi l'importance du sujet. Voilà, nous sommes réunis ce soir à Castan. Castan, cette très belle salle que certains découvrent peut-être pour la première fois, d'autres ont passé quelques heures ici, n'est-ce pas Jean-Paul, mon ancien collègue à la région, dans cette belle assemblée. Et c'est un lieu qui parle de lui-même, de l'histoire de la République, parce que la petite anecdote que je vais vous livrer, certains la connaissent, d'autres pas, cette salle, c'était une ancienne chapelle. Vous remarquerez les fenêtres typiques et cette belle voûte, et il faut s'imaginer quelques piliers qui traversaient cette grande salle et qu'il a fallu aménager pour qu'elle devienne un lieu où l'Assemblée régionale, une institution républicaine, puisse siéger. Donc c'est l'architecte Gérard Bouqueton qui a imaginé ce système avec des poutres qui soutiennent cette charpente. Voilà, petit clin d'œil parce que c'est assez symbolique de notre sujet ce soir. Hein. Cet ancien lieu de culte est devenu un espace de débat démocratique qui nous accueille toutes et tous. Et c'est vraiment cela la laïcité, distinguer clairement ce qui relève du culte, de l'espace public, permettre l'expression des convictions dans la sphère privée, tout en garantissant que les institutions communes restent neutres et ouvertes à tous. Si nous nous retrouvons ce soir, le président l'a dit, je ne vais pas le développer très longuement, mais c'est quand même cette année qui marque les 120 ans de la loi de 1905, du 9 décembre, qui a séparé les églises et l'État. Et après des décennies de combats politiques, de crises, de tensions entre deux Frances en opposition, et nos ancêtres républicains ont arraché cette loi de haute lutte pour garantir à chacun et à chacune la liberté de conscience, celle de croire, de ne pas croire, le libre exercice des cultes et la neutralité de l'État, afin de pacifier durablement la société. On peut dire que quand même, elle a rempli sa fonction, mais 120 ans plus tard, il convient effectivement de s'interroger. Ce socle est mis à l'épreuve. Il y a la montée des extrémismes, les tensions identitaires, l'instrumentalisation de la laïcité, les pressions sur l'école, les services publics. Ce sont autant d'enjeux qu'il convient vraiment d'interroger et remettre cette laïcité à sa juste place. Nous n'avons pas peur de nous emparer du sujet, nous n'avons pas peur d'en débattre, parce que c'est notre responsabilité de faire vivre l'esprit de 1905 en l'incarnant, que ce soit dans les villages, dans les quartiers, dans les institutions, non pas comme une arme de division, mais comme un principe d'émancipation, de protection et de fraternité. On a voulu marquer ce 120e anniversaire. Il y avait une exposition à la Galerie Mitterrand au Conseil régional à Dijon. Cette exposition est mise à disposition. Les lycées peuvent l'emprunter, les associations aussi. Elle a vocation à circuler. Et ce rendez-vous de Castan, et là je remercie notre président, Jérôme Durin, quand même, qui a voulu l'inscrire. Et c'est important et c'est tout à ton honneur de vouloir vraiment mettre ce sujet au débat. Parce que cette soirée a vocation de relancer le débat. Ce n'est pas un point d'orgue, ce n'est pas juste une action parmi tant d'autres. On a vocation à se connaître. Vous allez connaître des intervenants qui vont nous parler de laïcité. Vous pourrez leur poser des questions et puis mettre en relation pour travailler sur cette question.
Alors, 3 regards complémentaires vont intervenir ce soir. Le regard de Jean-Paul Carteret, maire de Lavoncourt depuis 31 ans, et aussi président quand même de l'Association des maires ruraux de France, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Donc, merci à toi. Donc, son regard va nous être présenté. Des représentants du culte, ils sont 2. Vous deviniez vite fait qui sont ces personnes. Donc, nous aurons des acteurs du dialogue interreligieux du Nord-Franche-Comté, Monseigneur Jachet, évêque de Belfort, Badreddine Ambli, qui est le référent laïcité de la mosquée de Belfort et du conseil départemental du culte musulman. Et là, vraiment, je vous invite à écouter avec attention ce qu'ils ont mis en place depuis plus de 30 ans. Et enfin, on aura le regard de l'Observatoire régional de la laïcité, représenté aujourd'hui par Daniel Dard, ancien élu de Besançon, qu'on connaît bien, et qui nous fera une petite présentation de ce que l'Observatoire régional de la laïcité met en place sur tout le territoire bourguignon-franc-comtois. Donc l'objectif est de croiser donc, des expériences très concrètes, de voir comment ensemble nous pouvons faire vivre cet héritage républicain, recueillir des retours de terrain, des retours d'expérience, et aussi recenser les besoins actuels et voir comment nous, Conseil régional, nous pouvons aider, accompagner pour faire vivre cette laïcité au cœur de nos territoires. Et rassurez-vous, je vais conclure parce que le plus intéressant reste à venir. La salle, vous aurez un temps de parole, vous pourrez poser des questions à l'issue de ces présentations et vous aurez un temps d'échange avec nos invités. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Paul Carteret, je t'invite à venir nous rejoindre. Ah non, bah tu me rejoins ici. Voilà, je te remercie pour ta présence. Être maire d'une commune, d'une petite commune rurale, on trouvait que c'était très pertinent et très intéressant de voir comment était vécue, perçue la laïcité, et puis comment toi, en tant qu'élu local, tes services avaient comme besoin, enfin, etc. Bonjour, merci Jean-Paul. Salima, merci et bonsoir. Bonsoir à tous. Je me retrouve dans un lieu que j'ai bien connu pendant 2 mandats. Je retrouve même des anciennes têtes qui sont encore là, Loïc, et bien d'autres. C'est un réel plaisir et j'en suis même particulièrement ému. Quand tu m'as appelé pour que je parle de la laïcité dans les communes rurales, j'ai envie de dire, c'est pas comme ailleurs les communes rurales. On apprend à vivre ensemble dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, et la question, elle ne se pose pas de la même façon. Il n'y a pas de... Moi, je ne me pose pas la question. J'aimerais que sur tous les frontons, il soit écrit liberté, égalité, fraternité, laïcité. Personnellement, j'ai eu 0 problème. Je suis un artisan convaincu de la vie associative, du bien vivre ensemble, et je dis à beaucoup, c'est mon prochain édito, que quand on veut être maire, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut aimer le village, et puis il ne faut pas le faire pour soi. Et donc, ça part de là aussi, ça part de l'identité du maire. Et je conclus cet édito en disant que si seulement les parlementaires, ils aimaient les Français, puis la France, comme nous, on aime nos villages. Et qui se posent les bonnes questions, comment s'aimer les uns les autres et comment vivre ensemble. Donc nous, dans les communes, en Bourgogne-Franche-Comté, le président il le sait, il y a 95% du territoire qui est rural. 95%, pour 55% de la population, où il y a sûrement des exceptions, mais on n'a pas ces problèmes-là. Et je brosse les 3 questions que tu m'as envoyées. Non, la première... Écoute, moi je dis voilà. que le maire est garant du bien vivre ensemble, c'est notre rôle. Et donc, je ne vais pas tout de suite à la conclusion, mais quand j'ai entendu parler, Jérôme, de la charte de la laïcité, peut-être qu'il y a un travail à faire ensemble pour que cette charte, elle aille jusque dans les communes rurales. Peut-être qu'il faut qu'on y travaille. C'est une idée. J'avais mis ça pour la fin, mais je n'oublierai pas. Voilà. Oui, Je suis garant de ce qui se passe dans mon village. D'accord. Voilà. Et j'ai horreur qu'on raconte ou qu'on fasse croire, comme c'est à la télévision, qu'il se passe plein de choses et qu'on fasse croire que les territoires ruraux sont abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés, ils passent à côté, en fait. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de la ruralité. Jamais. Et maintenant, on est en train de se dire, tiens, il se passe des choses, quoi. Et ça part de l'État, ça arrive à la région, et j'espère bientôt au département, où il faut qu'on aille au plus près des gens.
parce que dans l'autre sens, ils auront de plus en plus de mal de le faire, avec tous ces services qui s'éloignent. Ça crée de la violence, ça crée voilà, des interrogations, d'un besoin d'aide, d'assistance, etc. Et je pense qu'il faut y aller maintenant. Il ne faut plus attendre. Je vous avais dit que l'éclairage d'un élu d'une commune rurale peut être intéressant et tordre le cou à certains préjugés. C'est ce que tu viens de nous dire. Moi, je ne sais pas, je prends un témoin s'il y a des personnes qui vivent dans les communes rurales. J'ai pas de problème de violence pour des raisons d'église ou d'autres choses. Aucun. Ça se passe. Ça commence à l'école. Alors c'est l'ancienne Estide qui parle du coup. Ça commence à l'école. Tout s'apprend à l'école. Et je suis à ta deuxième question. Quelle démarche on peut faire? Nous, les maires ruraux, on est engagés aux côtés de l'éducation nationale, par exemple le 9 décembre. Aussi bien les maires de France que les maires ruraux de France, mais moi encore plus que les autres pour les raisons que j'ai dit, on accompagnait cette idée de fêter l'anniversaire, le 120e anniversaire. Il y a eu un patchwork qui a été initié d'une école à l'autre, où grâce au numérique aujourd'hui, ils ont pu se parler, enfin on a été mis en lien, et il y a tout un réseau qui s'est fait, donc on est très proche en tant que maire pour soutenir les écoles. Et qu'est-ce qui est sorti? Les enfants, ils n'ont pas parlé de problèmes entre religions. Ils ont parlé d'égalité entre les filles et les garçons. Ça commence là. C'est un sujet qu'il faudra peut-être inscrire. Ça commence là, à l'école. Rendez-vous de Castan. Et l'égalité, c'est ça. Alors, il y avait plein d'images imaginées par les enfants, et on peut que les accompagner dans cette recherche de l'égalité. Et où il y avait des dessins, il y avait des textes, des récits, voilà. Et ils ont échangé d'une école à l'autre, déjà entre eux, et ils ont présenté leur travail. J'ai trouvé ça très bien. L'éducation nationale en Haute-Saône, alors ça se fait sûrement partout, hein, a organisé aussi un concours de l'éloquence. C'est le lycée Pontarché de Vesoul qui l'a gagné. Concours de l'éloquence où ils étaient par équipe de 4 et où ils devaient s'exprimer. Enfin, je vois que tu hoches de la tête, donc tu connais ce truc. Et voilà, ça part de l'école. Tout s'apprend à l'école, puisque c'est là qu'on apprend à vivre ensemble. Sur les bancs d'école, comme on apprend à vivre ensemble sur ces bancs-là, même si c'est pas toujours comme on voudrait. Mais le respect, ça, voilà, hein, c'est vrai, quand on les regarde, quand on nous regarde, nous, dans nos conseils municipaux, où on parle des gens, surtout des gens, des enfants, des personnes âgées, il y en a de plus en plus, hélas, ça va jusque-là, la laïcité. Personnes âgées, comment on les accompagne, comment on les aide, comment on a de l'empathie. Bon, voilà, c'est dans l'émission d'un maire, ça, qui aime les gens. Merci Jean-Pierre. Cette fois-ci, si on a... j'ai pas changé. Non, pas ça va changer. Excusez-moi, c'est l'émotion. Jean-Paul, on va prendre ta casquette de président de l'Association des maires ruraux de France. Oui. Est-ce que des actions ou des démarches ont déjà été mises en place pour faire vivre la laïcité, les valeurs de la République dans les villages ruraux? Et puis, si oui, tu vas nous les développer. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse accompagner cette démarche, pour outiller peut-être les maires ruraux parce que bon, tout le monde n'a pas été instituteur et maire à la fois. Oui. Il y en avait beaucoup, mais c'est pas ça commence à l'école. Je l'ai dit. Ça commence à l'école. Et pour moi, il faut encourager, et ça peut partir aussi de la région, puisqu'on est là pour ça, je le dis, par la vie associative. Il faut qu'il y ait des assos, quoi. Encore à midi, j'avais quelqu'un à la maison qui a loué une maison, qui a loué un appartement dans ma commune, et qui m'a dit « Ah ben ici, qu'est-ce que c'est bien. Il y a des associations, il y a plein d'assos. On arrive, on est déjà on va faire de tout ce qui est culturel, tout ce qui est sportif, de la gym, de la musique, du chant, de la chorale, du théâtre, etc. J'ai été tout de suite intégré, m'a dit cette dame de 70 ans. J'ai été tout de suite intégré, j'ai eu tout de suite des amis qui m'ont accueilli, invité chez eux. C'est ça le lien social. C'est ça qu'il faut encourager dans les communes. Voilà, la laïcité, elle repose sur accueillir, partager, vivre ensemble. Et il n'y a que, pour moi, la vie associative pour porter tout ça. Et donc le maire, pour moi, dans ses missions principales, ça fait partie de ça. C'est encourager la vie associative. Je vois mon ami Jeanne Rowe, là, qui est venu. On travaille aussi avec l'Audace, l'Observatoire de l'action sociale en France, et avec un ami commun, Jean-Louis Sanchez. Et nous, maires ruraux, on est engagés là-dedans, justement, pour
pour encourager tout ce qui est observatoire de l'action sociale. Et on a essayé, tu le sais, on a essayé de créer une journée de la laïcité. Il faut reconnaître que c'était un peu un échec. On n'a pas réussi à entraîner avec nous suffisamment de communes pour que les médias en parlent. Il y en a eu quelques-unes. En revanche, à l'échelon régional, pourquoi on ne ferait pas en sorte que les lycées, les collèges, les communes rurales soutenues par les maires fassent quelque chose tous le 9 décembre et qu'on ne le fasse pas forcément à Vesoul, à Besançon ou à Dijon, mais qu'on le fasse dans chaque commune où il y a une école. On serait tous concernés dans les territoires. Tu me demandes ce qu'on peut faire, ben voilà ce qu'on pourrait faire. J'ai déjà proposé à Jean-Louis Sanchez, mais il voulait sa journée à lui, mais on aurait dû prendre le 9 décembre et le faire partout. Parce qu'on ne peut pas multiplier les actions un coup ça, avec le même objectif. Et moi, je crois que si le 9 décembre, tous les maires ruraux de France, tous les maires, pourquoi que les ruraux, je parle des ruraux, mais tout le monde, le 9 décembre, il y a une journée qui soit fêtée partout. Parce qu'on le fait devant le monument, on le fait par endroits, on ne le fait pas partout. Et aujourd'hui, peut-être que ça peut être une idée, si tu as ça en charge, de lancer ça en 2026. Eh bien, c'était le but aussi de ces rencontres, d'avoir aussi, de recenser un peu ces besoins. Mais ce que je note, c'est vraiment ce besoin d'accompagnement, oui, de coordination, de mettre en mouvement peut-être des initiatives. Et alors, ça ne sera peut-être pas dans toutes les communes rurales où il y a une école, mais de trouver, de tourner peut-être sur le territoire. On va réfléchir à ça et on entend bien ce besoin et on le note. Merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Peut-être ça reviendra dans les discussions quand j'aurai entendu les autres intervenants, peut-être. Voilà. Je me réjouis de pouvoir partager ce moment-là. Merci de m'avoir invité. Écoute, merci pour ton propos. Merci de m'avoir invité. Merci. Voilà, nous avons écouté un regard venu des communes rurales et ça fait du bien de sentir toute cette énergie et cette volonté de vouloir continuer à faire porter les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, pour qu'il fasse bon vivre où qu'on soit en Bourgogne-Franche-Comté. Donc après ce regard-là, nous allons changer d'angle, changer de bout de Franche-Comté. Nous allons aller nous diriger au nord de la Bourgogne-Franche-Comté et accueillir donc les représentants du dialogue interreligieux de l'ère urbaine et l'association Agir, donc Monseigneur Jachet et Badreddine Ambli. C'est à votre tour de venir évoquer votre action, celle que vous avez mise en place dans le territoire nord-franc-comtois depuis 30 ans. C'est significatif. Alors, j'arrête de parler, je vais vous laisser mon micro, mais simplement pour commencer, si vous pourriez nous dire en quelques mots, quel est le sens du travail que vous menez au sein de ce groupe interreligieux de l'ère urbaine et qu'est-ce qui vous a conduit à vous organiser au sein de cette association? Alors, vous vous organisez comme vous voulez. Qui veut répondre? Vous prenez. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Peut-être je vais faire un peu l'historique de notre groupe Agir interreligieux. C'était bien avant que j'arrive. Moi, ça fait que 4 ans que je suis en Nord-Franche-Comté comme évêque de Belfort-Montbéliard. Mais mes prédécesseurs avaient commencé quelque chose dès 1991. C'était à l'occasion de la guerre du Golfe, d'après ce qu'on m'a raconté. Une demande de la préfecture de vouloir rassembler les responsables de culte à ce moment de tension. Ils ont fait une table ronde, ils ont pu échanger, etc. À partir de là, eh bien, est né un groupe de dialogue interreligieux qui a organisé des rencontres régulières des participants des différents cultes. Alors ça touche les 3 religions monothéistes. Il y avait donc des représentants de la Grande Mosquée de Belfort et il y avait des représentants de la communauté juive de Belfort et puis des protestants de Belfort, de l'Église protestante unie de France et donc de l'Église catholique. Et puis progressivement, à force de se rencontrer, de se connaître, d'avoir des soirées, il y a eu des activités qui ont été organisées, des sorties interreligieuses, des débats à différentes occasions. Et tout cela a conduit, il y a environ 6 ans, à organiser des visites des lieux de culte pour les scolaires. Et ça, c'est devenu finalement notre activité principale. Et ça a été l'occasion de fonder une association
qui s'appelle donc Agir Nord-Franche-Comté, qui a été fondée en 2019 et qui regroupe ces 4 cultes que j'ai évoqués. Donc il y a le représentant de chaque culte et puis un co-représentant. Finalement, on n'est que 8 dans l'association et cette association nous permet d'établir des partenariats. Merci. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Très rapidement, effectivement. Merci encore pour l'invitation. Je rebondis en fait sur ce qui a été dit préalablement parce que finalement le travail nous a été prémâché. À savoir que effectivement tout est né du fait d'apprendre à se connaître. C'était pas de s'aimer les uns les autres, c'est d'abord à se rencontrer les uns les autres pour justement parvenir à s'aimer les uns les autres. Quand on connaît ce qui nous rassemble et aussi ce qui nous différencie, c'est quand même beaucoup plus simple de commencer à avancer ensemble. Là où j'apporterai une petite nuance, c'est que au niveau de la dynamique, on part pas du principe que tout commence à l'école, mais que tout continue avec l'école et grâce à l'école. C'est pour ça qu'on a justement investi ce champ-là en lien avec l'Académie de Besançon, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi pas mal d'activités où on essaye d'inclure les familles, puisqu'on a conscience que si le travail est initié à l'école, mais il ne se poursuit pas dans les familles, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Précision assez juste, effectivement. Ça commence dans les familles, ça se poursuit à l'école, mais en fait, c'est une interconnexion. Voilà, donc vous avez commencé un peu à déflorer le sujet, mais vous avez évoqué des visites, vous menez des actions très concrètes de connaissances mutuelles. Voilà, pourriez-vous partager une ou 2 expériences qui vous ont particulièrement marqué ou qui ont contribué au vivre ensemble sur votre territoire ? Peut-être expliquer, je vais laisser Badreddine faire ça, expliquer comment se déroule une journée de visite des lieux de culte, donc qui s'adresse aux élèves de l'enseignement public, essentiellement des collégiens, mais aussi des lycéens parfois. Et donc un peu comment ça se déroule, et après ça, on donnera d'autres exemples, ça marche. Donc en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que, et j'insiste, ce travail, il n'est rendu possible que parce qu'on le fait en collaboration étroite avec les professeurs. Nous seuls, on n'aurait pas pu le faire, les professeurs seuls n'auraient pas pu le faire, et c'est tout l'avantage justement de travailler en collaboration, les associations, les forces vives du territoire, avec l'éducation nationale en l'occurrence. Donc comment ça se passe ? Il y a des inscriptions, on bloque une 12aine de journées dans l'année, les professeurs inscrivent leur classe sur une de ces 12 journées, et ensuite, ils arrivent et ils ont la visite des 4 lieux de culte. Ça peut commencer par la cathédrale, ça se continuera avec la mosquée, ça se poursuivra avec le temple et ça se conclura avec la synagogue. Et à chaque fois, tout l'intérêt, c'est que ces élèves sont accompagnés avec des bénévoles de toutes les religions. Ce qui fait qu'une fois qu'ils arrivent devant un lieu de culte, et c'est une réalité, il y a certains élèves qui parfois ont des a priori, ont des préjugés, ont une méconnaissance de leur propre culture religieuse ou de la culture dans laquelle ils s'inscrivent. Et donc le fait d'avoir des personnes auxquelles ils peuvent plus ou moins s'identifier, rentrer dans tel et tel lieu, en fait ça démystifie tout de suite. Ils se disent telle personne, elle me ressemble, elle rentre, elle se pose pas de questions, c'est que moi aussi je peux rentrer, j'ai pas de questions à me poser, j'ai pas d'inquiétude à avoir. Et en fait c'est un premier élément qui permet de casser les barrières. Une fois qu'ils sont à l'intérieur du lieu de culte, on leur rappelle à quel point ce lieu de culte s'inscrit dans une histoire locale, au niveau du patrimoine, au niveau de son architecture, au niveau de son art aussi qu'il peut y avoir. Et en plus, et surtout, comme quoi ce n'est pas juste un lieu de culte, c'est avant tout et surtout un lieu de vie, où il y a des gens qui viennent, qui se rencontrent, qui apprennent, qui comprennent, qui échangent ensemble. Et on a un point d'honneur à faire en sorte que pendant ces visites, une bonne partie, c'est les points communs qu'on a, juifs, musulmans, chrétiens. Et aussi quelques différences. On n'est pas là pour leur dire qu'on est d'accord sur absolument tout, loin de là. Au contraire, on leur montre qu'il y a plein de points communs, nos récits fondateurs communs à 80% sont à peu près équivalents, mais qu'il y a quand même certains sujets sur lesquels on est en dissonance, on est même en totale opposition, mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du dialogue. On apprend à écouter, à échanger, à débattre, finalement pour ne pas avoir à se battre. Un autre événement, tu veux en parler peut-être celui-là ? Non, simplement pour dire que ce n'est pas une succession simplement de discours séparés les uns des autres, mais ces discours sont faits par des responsables de culte qui se connaissent et qui donc peuvent dire « mais chez Badreddine c'est un peu différent », etc. Et ça, les élèves sont très sensibles à ça, c'est de voir qu'il y a des différences, mais que ces différences ne créent pas entre nous de l'inimitié. Oui, c'est vrai que c'est un point fondamental, c'est qu'en fait, ils participent à une expérience sociale grandeur nature qui est assez unique. Je ne vais pas dire dans le monde, mais en tout cas qui est assez unique en soi. De pouvoir visiter 4 lieux de culte et de voir que juifs, catholiques, protestants, musulmans se connaissent, échangent, mais ça ne s'arrête pas là. On s'apprécie, on est véritablement des amis. Et ce qui ressort souvent de ces visites-là, parce que on leur parle pendant 1h30 sur chaque lieu de culte, mais les gamins, ça rentre, ça rebondit, ça ressort. Par contre, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait des personnes avec des religions différentes qui non seulement se connaissent, s'apprécient et agissent ensemble. Et c'est ça l'idée de leur montrer qu'on n'est pas d'accord sur tout, ok, mais on a appris à se connaître et maintenant on œuvre ensemble et c'est ce qu'on veut justement diffuser, faire en sorte que même infuser au sein de toute la société, qu'on peut et on doit avancer.
Je vais vous donner un deuxième exemple. Une fois, on a été sollicité par un établissement scolaire. Donc, beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des élèves qui étaient là par défaut. Donc, ça posait d'autres questions au niveau de l'orientation professionnelle, etc. Donc, les professeurs avaient tenté tout ce qu'ils pouvaient faire. Les signalements, les invitations, faire appel à ceux-ci, les médiateurs. Ça n'a pas marché. Et une prof s'est dit, on va tenter avec eux. Peut-être qu'ils incarnent quelque chose. Et on a été invités. À la base, on a été invités pour parler des problèmes liés au fait qu'ils ne voulaient pas utiliser telle matière première dans le cadre de leurs activités, etc. Et on est venu pendant une demi-journée, ça a été extraordinaire, aussi bien pour eux, je pense, que pour nous. On a simplement expliqué qui on était, ce qu'on faisait, on leur a partagé un petit peu nos activités, nos valeurs, nos principes, ce dans quoi on s'inscrivait, et finalement, on n'a même pas eu le temps d'aborder les vraies problématiques qu'ils avaient en cours. Mais on n'a même pas eu besoin de le faire. Puisque quand on a été sollicité une deuxième fois, la prof elle nous a dit finalement ça ne sert à rien que vous reveniez, puisque le problème est résolu. En fait, on n'a pas eu besoin d'aller sur ce qui était d'apparence un problème. Faites attention, on va vous envoyer en mission un peu partout. Il faudra qu'on fasse une demande de subvention du coup derrière, mais pourquoi pas. Mais simplement, on a réussi à illustrer que parfois, là où on croit que les élèves s'écharpillent sur des détails, en fait, des fois, le problème, le mal, il peut être plus profond, et c'est pas juste venir pour régler leurs soucis. C'est juste parfois les écouter et leur proposer une alternative sans forcément entrer dans une logique de confrontation. Et vraiment, c'est l'un sûrement des meilleurs souvenirs qu'on garde. Bon, c'est un peu l'objectif de cette soirée, se rencontrer, échanger, construire, développer des partenariats dans le respect des convictions de chacun. Et se sentir considéré dans sa différence, parfois ça permet effectivement d'atténuer certaines tensions et de s'insérer vraiment dans un processus plus global. Alors... un prêtre, un rabbin, un imam qui rentre dans l'éducation nationale. Alors, comment articulez-vous les convictions de chacun dans le cadre commun de la laïcité républicaine, et surtout quand vous intervenez avec les établissements scolaires ou les collectivités ? Ça peut nous intéresser tous. Donc, déjà, justement, je démystifie un peu. C'est pas forcément un curé, un rabbin, un imam. Souvent, on associe justement Mais oui, tout à fait. Et justement, en fait, le fait que ce ne soit pas un curé, un rabbin, un imam, mais simplement des personnes de la vie civile, mais qui ont aussi comme casquette leur identité religieuse, ça permet de montrer à quel point on peut avoir des identités qui sont riches et complexes, mais avec lesquelles on peut conjuguer tout à fait facilement, si tant est qu'on prenne le temps et qu'on se donne les moyens. Il y a ça aussi. Tout à l'heure, on avait l'idée de dire qu'il faut redonner sa place à l'éducation. Il ne faut pas lui redonner juste sa place, il faut aussi lui redonner ses moyens, je pense, puisque malheureusement, très souvent, on se rend compte, et c'est ce qui revient, c'est que l'éducation nationale n'a peu ou plus de moyens pour pouvoir faire ce qu'elle avait arrivé à faire il y a encore quelques années. Donc nous, les associations, sont certes des relais, mais nous aussi, on n'a pas toujours tous les moyens qu'il faut. Donc il y a tout un travail aussi de fond à revoir. Je te laisse continuer. Sinon. Oui, nos visites des lieux de culte, elles se passent dans le cadre de l'enseignement. Dans l'enseignement public, tout à fait. Donc ça c'est inscrit dans le programme, le fait religieux, on s'appuie là-dessus. Donc il y a tout un aspect historique, architectural, artistique de découvrir les lieux de culte. Mais sur le fond, découverte du fait religieux. Ça c'est dans les programmes. Ensuite, nos visites, elles se font en présence des professeurs. Parce que si c'est dans le cadre de l'enseignement, on ne peut pas les faire en ayant les élèves juste pour nous. Donc c'est très important de collaborer avec les enseignants. Nous avons fait pour cela, au sein de l'association, un petit livret qui leur rend bien service, dans lequel nous avons une présentation sommaire en 2 pages de chacun de nos cultes, accessible à tout le monde. Les mots ont été revus par les 4 religions pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est les profs qui ont ça en main. Donc c'est eux qui transmettent le savoir, mais simplement ils sont soutenus, ils sont aidés. Et alors quand on les rencontre, ils nous disent, il y a une préparation avant, il faut bien convaincre les élèves, ça fait partie effectivement du programme ordinaire, il faut convaincre les familles aussi, que ce n'est pas un jour off pour leurs enfants. Mais il y a aussi un après. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'approfondir ce qu'ils ont découvert et puis peut-être permettre le dialogue au sein de la classe. Parce que lorsque l'on a découvert la religion de l'autre, lorsqu'on a fait tomber quelques préjugés, après ça, il y a des questions qui surgissent et puis qui aident. Bon, je suis enseignante de l'éducation nationale, donc je me doutais très très bien que ça s'inscrivait dans le cadre des programmes et que effectivement, que ce soit les 3 grandes religions ou même la naissance de la laïcité, par exemple, et l'athéisme est aussi enseigné, ça s'inscrit dans des programmes scolaires. On a posé cette question, mais pour tordre le cou à certaines idées reçues, mais aussi à certaines remontées de certaines personnes qui sont hostiles à ce genre de visite, sont hostiles à ce genre de programme. Parce que par la connaissance, vous êtes le témoignage vivant de ce que je sais de vous dire,
c'est de par la connaissance, se connaître, c'est le début du vivre ensemble en fait. Et on fait tomber les barrières pour éviter de se battre. J'ai encore une petite question parce qu'on a encore un tout petit peu de temps. Et puis l'idée c'est aussi de nous nourrir, nous en tant que collectivité. Alors bon, vous allez me dire que le nerf de la guerre c'est les finances, mais quels autres besoins d'appui supplémentaire, de coopération auriez-vous besoin, avez-vous identifié dans votre action depuis plus de 30 ans ? Nous avons donc des partenariats. Notre premier partenaire pour les visites des lieux de culte, c'est évidemment l'éducation nationale. Donc ça, on a besoin du soutien de l'académie. Au départ, c'était le recteur Chanet qui nous avait lancé, qui nous avait bien guidés. Et puis bon, ça se continue avec ceux qui lui succèdent. Ça, c'est le premier partenariat. Ensuite, on travaille beaucoup avec la préfecture. La préfecture de Belfort nous soutient. On a maintenant une subvention qui vient de Adilkra et régulièrement on participe à des réunions pour justement essayer d'évaluer où sont les incidents et comment on peut suppléer. Mais tout le monde s'intéresse à ça dans le territoire de Belfort. Hein. Même la procureure se demande si de temps en temps elle ne va pas nous envoyer des personnes, l'armée aussi d'ailleurs, hein, des personnes qui auraient commis des actes de manque de respect, si vous voulez, dans ce domaine-là, juste pour découvrir ce que c'est que la religion d'autres qu'ils essayent d'attaquer bêtement. Donc voilà, des partenaires. Pour l'instant, donc c'est la DILCRA qui nous aide un peu, mais on est fermé à rien et l'avenir est ouvert. Notre limite à nous, c'est d'aller trouver tous les bénévoles nécessaires pour arriver à assumer toutes nos activités, parce que effectivement, ça se passe dans le temps scolaire, donc il faut trouver des gens disponibles en journée. Là où éventuellement, au niveau de ce qui est important de mettre en avant, c'est le fait qu'on soit en partenaire avec le rectorat, ça a énormément facilité les démarches pour les établissements scolaires. Ce n'est pas les profs qui doivent faire la demande au principal ou au proviseur qui doivent justifier qu'un budget, etc. C'est une demande qui vient de l'académie et donc le proviseur ou le principal a juste à mettre à disposition les ressources pour. Et donc ça facilite énormément les démarches administratives. Mine de rien, parfois ça bloque aussi beaucoup certaines initiatives. Là, au niveau d'un besoin, vu qu'on est au conseil régional, on en profite, ça serait justement que l'initiative soit un peu plus appuyée encore au niveau régional, pour qu'au niveau des lycées, ça se débloque d'autant plus, puisque nous, on plante une graine avec les élèves de 6e, 5e, mais ils constituent 80-90% on va dire, des personnes qui viennent visiter. Si les lycéens pouvaient revenir après coup, ça permettrait de remettre un petit peu, d'arroser de nouveau la petite graine qu'on a plantée auparavant, et de leur montrer que même 4-5 ans après, la dynamique, elle continue, les liens sont toujours aussi forts, même si on a l'impression que parfois tout s'enflamme, ce n'est pas toujours le cas. Faire une petite piqûre de rappel. C'est le propre de l'apprentissage, hein, le principe de la répétition pour... Bien, écoutez, merci à vous. Encore un petit peu de patience si vous avez des questions, parce que je pense que vous ne manquez pas d'en avoir après cette intervention. Merci à vous deux. Donc, ils sont venus à deux. Bien évidemment, c'était un choix concerté entre eux. Hein. Voilà. Donc voici ces belles expériences de terrain qui montrent combien le dialogue et la connaissance mutuelle peuvent renforcer vraiment la cohésion dans le cadre laïque. Nous allons maintenant entendre l'Observatoire régional de la laïcité qui accompagne au quotidien les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons la chance d'avoir un Observatoire régional de la laïcité. Et c'est Danielle Dard, la vice-présidente, qui va être en charge de vous faire sa présentation. Donc merci Danielle d'être venue. Voilà, et bon, qu'est-ce que c'est que cet observatoire de la laïcité, cet observatoire régional de la laïcité en Bourgogne-Franche-Comté? Est-ce que brièvement, parce qu'ils ont aussi une liste d'actions assez conséquente. Alors brièvement, quel est votre rôle et vos principales missions? Un petit édito rapide. N'ayez pas peur, j'ai beaucoup de feuilles, mais je vais m'appuyer sur mes documents pour être la plus concise possible. Merci, Monsieur le Président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et pour n'oublier personne, je dirais, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Bien le micro. Il faut bien que tu... il est allumé, mais il faut bien le mettre devant la bouche. On m'avait dit une fois, comme si je mangeais une glace, c'est ça? Voilà. Oui. Alors, c'est au nom du président de l'Observatoire régional de la laïcité Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Bassir Amiri, qui vous remercie chaleureusement de votre invitation et surtout de la présence de toutes ces personnes. Elle témoigne de l'attention que la région, ainsi que vous-même, portez dans vos responsabilités quotidiennes à ce principe fondamental qu'est la laïcité.
socle de notre pacte républicain et outil précieux du vivre ensemble. En tant que vice-présidente de l'Observatoire, plus particulièrement chargée de la Franche-Comté, pardon. C'est mes territoires. Voilà. Et des collègues du conseil d'administration sont là et je les remercie de leur présence. Nous souhaitons vous proposer une présentation structurée et rapide de notre association, son esprit, son organisation. Tout au long de mon propos, je serai volontairement factuel. Par ailleurs, n'étant pas juriste de formation, je n'entrerai pas dans une analyse juridique approfondie, mais je m'attacherai à vous montrer comment, très concrètement, l'Observatoire agit au service des collectivités et des acteurs locaux et ce qu'il espère de cette rencontre. Alors, une phrase qu'à l'Observatoire de la laïcité, nous aimons bien, la laïcité, une exception française et surtout un principe vivant. Comme cela a été énoncé, il est toujours utile d'en rappeler le sens. La laïcité, ce n'est pas l'effacement des convictions, mais leur coexistence pacifique. Elle garantit la liberté de conscience, protège la neutralité de l'État et assure l'égalité de toutes et tous devant la loi. En ce sens, elle est l'un des piliers de notre cohésion sociale. C'est précisément l'ambition de l'Observatoire régional de la laïcité, faire vivre ce projet d'organisation, ce principe d'organisation, du vivre et faire ensemble au plus près des territoires. Alors cet observatoire, quelle identité et quelle organisation? Cet observatoire a été créé en 2016, c'est une association. Dès l'origine, il s'est voulu neutre, indépendant et apolitique. Ses actions ont été renforcées dès son début par les conventions de partenariat avec les villes de Besançon, de Dijon et d'Auxerre, marquant d'emblée son ancrage territorial. Son siège social est à Dijon, mais son organisation maille l'ensemble du territoire régional. L'Observatoire peut s'attacher, en tant que de besoin, des compétences juridiques, sociales ou éducatives, afin d'accomplir ses missions dans le strict respect de la neutralité. Comme toute association, oui, l'Observatoire fonctionne avec un bureau, un conseil d'administration et une assemblée générale annuelle, mais au-delà de son aspect statutaire, elle s'appuie sur un texte fondateur essentiel, la Charte des fondateurs. La Charte des fondateurs est un socle républicain. Ils ont souhaité rappeler explicitement les grands textes qui fondent notre République. Ça va? Oui, c'est vrai que je suis la gardienne du temps, mais t'inquiète. D'accord. D'abord, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution de la Ve République. Un observatoire qui est reconnu, soutenu. Aujourd'hui, l'Observatoire régional Bourgogne-Franche-Comté bénéficie du soutien de la région et a signé des conventions avec plusieurs communes. J'en ai parlé tout à l'heure. Il est également en lien étroit avec le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, cette instance nationale qui a été officialisée en 2021. Les missions de l'Observatoire, des actions de sensibilisation et de prévention autour du vivre ensemble et de la citoyenneté au quotidien, des actions de formation à la citoyenneté à destination des adhérents, partenaires et publics concernés, des actions de promotion de l'égalité, notamment, et vous en parliez tout à l'heure, entre les femmes et les hommes, et lorsque cela s'avère nécessaire, l'Observatoire peut également conduire des études ou des actions, y compris sur le plan juridique. Et bientôt, l'Observatoire régional de la laïcité, en partenariat avec la région, va se doter d'un comité d'experts qui rassemblera des personnalités ad hoc. Je suis dans les temps.
Oui, 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 excusez-moi, non, mais je regarde, mais parce que... Non, mais Voilà, il n'y a pas de je ne souci, voudrais on pas est entre être nous. bavarde, on est entre nous, Non, bien voilà, sûr. mais c'est un organe important, l'Observatoire régional de la laïcité. Je pense que beaucoup vous connaissent, mais pas tout le monde. Il était important de remettre au clair vos missions, votre rôle. Donc là, on sait presque tout sur l'Observatoire. Presque. Presque. Mais qu'est-ce que vous faites au quotidien, Alors, au quotidien, maintenant? les actions concrètes Des au petits service exemples. des territoires. Voilà, exactement. Voilà. Élaboration de charte de la laïcité. En 2016, ville de Besançon, CCAS et Grand Besançon. Ville de Dijon, d'Auxerre et d'autres communes. En 2020, Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure, la charte de la laïcité du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ces chartes constituent des repères clairs pour les élus, les agents et les usagers. Des partenariats associatifs. Et ici, je remercie nos partenaires associatifs qui sont présents ce soir et avec lesquels nous travaillons au quotidien. L'Observatoire a signé des conventions avec une vingtaine d'associations partageant ces valeurs. Il y a des interventions de terrain auprès des agents des collectivités sur des thématiques telles que la laïcité dans les services publics, le devoir de réserve et le devoir de neutralité. Dans les établissements scolaires, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, ce qu'on appelle le CIR, sur les publics migrants à droit plutôt jeunes, réfugiés et primo-arrivants, auprès du CDC Habitat à Doma, à destination des personnels, des professionnels et des résidents, auprès de bailleurs sociaux, d'entreprises ou d'associations. À chaque fois, une attention particulière est portée à l'accessibilité des messages. Il y a la présence d'interprètes, des supports multilingues et des flyers pédagogiques. La formation des enseignants, et je ne sais pas qui a parlé tout à l'heure de M. Chanet, il y a eu une action très importante, l'organisation par l'Observatoire d'une journée de formation destinée à l'ensemble des enseignants de la région académique de Franche-Comté, très importante. Encore des conférences et des manifestations, notamment dans le cadre de la commémoration de la loi de 1905, un suivi juridique et d'expertise. L'Observatoire a apporté son expertise sur une centaine de situations concrètes. Il peut être sollicité par des associations, par des élus, et nous sommes là pour y répondre. Les trophées de la laïcité, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, chaque année à l'occasion de l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, l'Observatoire décerne les trophées de la laïcité qui valorisent des initiatives locales exemplaires, individuelles ou collectives, et même des actions nationales depuis peu, parmi lesquelles l'année dernière le travail de journalistes collaborant à Charlie Hebdo, et cette année celui du camp des 1000. J'ai le temps encore, Salia ? Oui, bien sûr, mais on peut aussi parler de Besançon, ce que vous avez fait là, parce qu'il y avait quand même une belle rame de tram floquée avec un très beau slogan. Élise et moi l'avons emprunté le jour du 9 décembre. Effectivement, ça c'est le collectif laïcité de la ville de Besançon, qui est coordonné par le président Bassir Amiri. Ce collectif existe depuis 2019. Je vois ici quelques fondateurs, Philippe Claus, Henri Combi, il en manque encore, de ce collectif qui s'est au fur et à mesure des années agrandi. Et chaque année, nous participons donc pour le 9 décembre à des manifestations, des plantations d'arbres de la laïcité. Et cette année, nous avons eu, et j'en suis très contente, l'habillage d'une rame de tram pour les 120 ans avec la laïcité n'est pas une opinion. Allez,
Allez, Madame l'élu. Oui, on a pris la photo, on fait du tram. Et puis, N'est pas une option, mais la liberté d'en avoir une. Voilà. Voilà. Donc ça a été un acte très fort cette année. Voilà. Mais nous intervenons aussi au niveau des enfants, des classes de primaire de la ville. Et par duo, un membre de l'Observatoire, un membre d'une association. Et nous intervenons au niveau de 6 classes en général, par binôme, pour parler laïcité. Et nous avons souhaité avoir une journée qui rassemble les enfants de ces différentes écoles, justement pour qu'il y ait de la mixité sociale et qu'ils puissent discuter entre eux. Voilà. Donc ça, c'est sur Besançon. Comme nous sommes à Besançon, je trouvais intéressant qu'on ait aussi cet éclairage vraiment concret de ce qui peut être fait, mis en place grâce à votre action. Bon, de toute façon, après, il y aura aussi encore des questions. Oui, et je il y aura pense qu'on ne certainement manquera pas d'en poser. Oui. Et à votre actif maintenant, à l'issue de cette expérience menée depuis 2019, là, je vais poser également la même question. De quelles 2016. ressources 2019, c'est la ville. Ah, pardon. 2016, c'est l'Observatoire régional. Voilà. Oui. C'est important. C'est très important. De quelles ressources auriez-vous besoin maintenant pour consolider votre action, partenariat, ressources? Je sais que vous avez sollicité le conseil régional et on s'est longuement rencontrés à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui vous manque à ce jour pour pouvoir poursuivre plus en avant? Plus en avant. Oh, j'ai beaucoup de choses à demander. Hein, nous avons beaucoup de choses à demander. Pas qu'à vous. Mais bon, ce que nous souhaiterions, au niveau de l'Observatoire, nous travaillons sur 4 ateliers thématiques, chacun ayant, comment je vais dire ça, un objectif particulier. Donc nous avons des projets de création et de publication avec les élèves. Nous espérons pouvoir toucher des élèves du primaire, de collège et de lycée, autour de ce travail de la laïcité. Il vise à encourager une appropriation créative des valeurs républicaines par les jeunes, et ces productions donneront lieu à des publications, des expositions. Une chose qui est très très importante et dans laquelle l'Observatoire est très impliqué, c'est ce travail en direction des personnes nouvellement arrivées, avec ces formations que nous apportons à la fois à l'OFI et à CDC Habitat. Ça nous semble important parce qu'elles sont pensées de manière pédagogique, accessible et adaptée aux réalités culturelles et linguistiques des bénéficiaires. Et pourquoi ? Parce qu'il nous semble que la laïcité pour ces personnes qui arrivent sur notre territoire, la laïcité soit vue comme un outil d'intégration, d'émancipation, et non pas comme un facteur d'exclusion. Ça, c'est très, très important pour nous. On va avoir un centre de ressources qui a eu quelques soucis ces temps-ci, donc on aura besoin peut-être là d'avoir un financement pour un webmaster. Mais bon, je me retourne vers les personnes qui sont là. On est toujours sur les commémorations républicaines, sur des projets Marianne, mais surtout, et là je pense que je vais faire plaisir à M. Carteret, on ne sait jamais. Depuis 2016, l'Observatoire a été partie prenante de la rédaction de Charte de la laïcité. Un prolongement naturel de cette activité réside dans la Charte de la laïcité des élus et des collectivités locales, élaborée en partenariat avec l'association civique L'Union et ses membres, notamment Antoine Payon et Christiane Renaudin-Jacques. Je vais abonder dans votre sens en disant qu'être maire aujourd'hui, être élu local, c'est incarner au plus près des citoyennes et des citoyens la République concrète, celle qui se vit au quotidien. C'est aussi de plus en plus souvent être en première ligne lorsque les principes républicains sont interrogés, contestés, parfois frontalement remis en cause. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas trop confronté à ça, mais je pense qu'un certain nombre de maires de notre région y sont confrontés.
Pourquoi aujourd'hui la réalité du terrain? Dans l'exercice quotidien de leur mandat, de nombreux maires témoignent des pressions exercées sur les élus lors de décisions liées à l'usage des locaux communaux, des contestations de la neutralité des services publics, de revendications fondées sur des apparences, des appartenances religieuses ou idéologiques, des accusations infondées de discrimination lorsque la loi est simplement appliquée. Cette charte répond à cette réalité. Elle affirme que le respect de la laïcité n'est ni une opinion politique, ni une posture idéologique, mais une obligation légale et un devoir démocratique. Alors cette charte de la laïcité des élus et des collectivités locales poursuit 3 objectifs essentiels. Affirmer le rôle exemplaire des élus. Il incarne l'autorité publique. Rappeler les droits et les devoirs. La charte n'oppose pas, elle rassemble autour des règles communes, compréhensibles par les élus, les agents, les citoyens. C'est aussi offrir un repère en situation sensible. Lorsqu'un maire s'appuie sur une charte partagée, et le mot partagé est très important, il ne décide plus seul, il est accompagné. C'est un enjeu de cohésion républicaine pour tous les territoires. Cette charte porte un enjeu collectif majeur, préserver la cohésion républicaine dans les territoires. Les collectivités locales sont aujourd'hui au cœur de la mise en œuvre concrète de l'engagement républicain voulu par le législateur. En diffusant et en soutenant cette charge, la région affirmerait, et je crois qu'elle l'affirme, sa confiance dans les maires et présidents d'intercommunalités, son soutien à celles et ceux qui font vivre la République sur leur terrain, sa volonté de prévenir les tensions plutôt que de les subir. Ce n'est ni un instrument de stigmatisation, ni un outil de contrôle. Elle est une démarche de pédagogie, de prévention et de solidarité institutionnelle. Alors, le mot du président, pour conclure, le mot du président de l'Observatoire, et j'en aurai fini, j'ai peut-être été un peu longue, j'ai dépassé, on ne regarde plus l'heure. Alors, en proposant cette charte de la laïcité des élus et des collectivités locales, l'Observatoire fait le choix de la confiance, du dialogue et du droit. Il affirme une conviction simple, on ne laisse jamais un élu seul face aux atteintes aux principes républicains. Soutenir cette charte, la diffuser, s'en emparer librement, c'est affirmer que la laïcité n'est pas un sujet de division, mais un socle commun, un langage partagé, un cadre protecteur pour toutes et tous. L'Observatoire se tient à la disposition des collectivités et de la région pour accompagner cette démarche, présenter la charte, former, expliquer, dialoguer. Car défendre la laïcité, ce n'est pas défendre une abstraction, c'est défendre la liberté de chacun, l'égalité de tous et la fraternité dans nos communes. La République ne demande pas ce que nous croyons, mais ce que nous vivons ensemble. Merci. Bon, nous venons d'avoir 3 regards complémentaires sur la laïcité et comment vivre la laïcité de manière apaisée et concrète. Nous avons eu le témoignage d'un élu d'une commune rurale, mais président quand même de la MRF, celui du dialogue interreligieux et celui de l'Observatoire régional. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais je pense que la parole est à la salle. Si vous avez des questions, eh ben c'est le moment. N'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur des petits boutons, vous avez un micro, levez juste la main. Je vous demanderai de vous présenter pour que toutes et tous nous sachions qui s'exprime. Claude Jeanneraud. Claude Jeanneraud, ancien sénateur et ancien président du département du Doubs. Je suis là au titre de la Société de la Légion d'honneur. J'aurais une question à poser à nos 2 intervenants
le représentant des deux grandes religions, Monseigneur Jachier et M. Ambil. Vous nous avez expliqué, je trouve que votre argumentation, parce qu'elle repose sur la preuve d'une pratique, vous nous avez montré que la connaissance du fait religieux était de nature à faire tomber les préventions et les a priori. Moi, j'aimerais savoir, parce que je trouve que c'est un indicateur intéressant, dans cette proposition qui vient de l'Éducation nationale, et qui est donc, j'imagine, transmise aux familles, et sur la base aussi du volontariat, quelle est la réaction des parents telle que vous pouvez l'observer? Parce que je pense que ça peut donner une indication sur l'état d'esprit de nos concitoyens par rapport à cette grande question. Alors, on va peut-être prendre une série de questions. Déjà une première série de questions, peut-être 3. On redonnera la parole aux intervenants. Et puis, ça sera peut-être un peu plus dynamique. Est-ce que vous avez envie d'intervenir sur un sujet ? Bonjour à tous et à toutes. Sarah Persil, vice-présidente aux associations jeunesse, à la citoyenneté et la démocratie participative. Merci pour l'organisation de ce rendez-vous de Castan. Et oui, on se connaît, Jean-Paul. On a déjà fait une réunion ensemble. On était d'accord, d'ailleurs. C'est fatigant, c'est très fatigant. Être dans des lieux de débat où, finalement, on est d'accord. On n'apprend pas grand-chose, malheureusement. Mais j'ai beaucoup aimé le débattre pour ne pas avoir à se battre. J'ai beaucoup aimé, évidemment, le lien fait entre l'école républicaine et le monde associatif qui vient compléter tout au long de la vie cette culture du vivre ensemble. Moi, je suis très inquiète. Enfin, vraiment, ce temps, cette soirée aujourd'hui, pour moi, me paraît absolument indispensable parce que j'ai excessivement peur en ce moment de ce qui se passe en France, de cette société, en fait, du mépris, de l'autoritarisme, du savoir absolu de ma propre vérité, alors qu'on a furieusement besoin, au contraire, de comprendre qu'on peut avoir tort, de s'enrichir de la diversité et de l'autre. Et moi qui suis vice-présidente aux associations, je repère notamment que nous avons énormément de difficultés au niveau des libertés associatives aujourd'hui à se faire entendre comme étant des espaces de travail et de débat, alors qu'on nous impose les lieux du débat, les tenants et aboutissants. On a le droit de dire quelque chose mais pas plus loin, et notamment, il y a quand même eu une loi dite séparatisme qui est venue en fait obliger le monde associatif à s'inscrire dans des cases et qui venait vraiment, en priorité, taper sur une sorte d'association, c'était les associations de solidarité musulmane. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le fondateur de Mediapart, Elie Plenel. Voilà, on a commencé par attaquer... D'ailleurs, islamo-gauchiste, c'est quand même une insulte. Voilà. On est venu attaquer ces principes de solidarité et ensuite on l'a étendu finalement aux autres logiques de solidarité que l'on voit sur les luttes contre la discrimination, les associations féministes, les associations environnementales, les associations scientifiques. Et tout le monde y prend pour son grade parce que en fait, la laïcité, c'est comme ça, les principes de la laïcité, c'est comme ça, et on n'a pas le droit d'en débattre. Et je trouve que c'est assez compliqué, et on a pour preuve quand même un maire dans notre région, à Châlons, qui a décidé qu'il était le seul tenant et aboutissant de la laïcité, et qui est venu sanctionner une association parce que sur une affiche, il y avait une femme qui avait un voile, et que donc... bon, il a perdu au tribunal administratif, bien sûr, Monsieur Platré. Mais comment est-ce qu'on peut, nous, collectivités régionales, s'assurer que la tenue du débat républicain puisse continuer et en tout cas que cette confiance dans ce débat et dans cette diversité puisse s'essaimer sur l'ensemble de nos actions. J'ai pas tout à fait les réponses parce que j'ai l'impression qu'on peut être aussi beaucoup normatif finalement dans nos façons de fonctionner. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir moins peur, peut-être, prendre plus le temps de se parler? Ça demande
moyens aussi, on parlait de moyens. Donc voilà, je lance, je n'ai absolument pas de réponse, je lance cette réflexion qui me pose souci. Elle s'adresse à tout le monde en fait, cette question. Encore une question peut-être, monsieur ? Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Moustapha Kakissi. Je suis membre du CDCM qui est partenaire ce soir par rapport à cette réunion. Je suis aussi responsable dans plusieurs dynamiques au niveau associatif sur le plan culturel et dans l'éducation. Je suis aussi chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années dans l'informatique et la télécommunication, très impliqué sur le terrain par rapport à divers travaux, notamment le dialogue interreligieux et le dialogue interconvictionnel. Alors, je vous décris un petit peu mon profil pour vous donner un ordre d'idée de ce que je fais sur le terrain, au-delà des théories. Donc, effectivement, je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment. On vit dans une société aujourd'hui qui nous fait peur. On ne sait pas où on va. Et en tant que musulman, en tant que Français, citoyen français de confession musulmane, je me pose beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, bon, le sujet principal est la laïcité. J'aimerais raconter une petite anecdote. On a posé la question à Einstein en parlant d'une société qui, effectivement, est arrivée à une situation où il faut tout reprendre à zéro. Et on lui a dit, par quoi faut-il commencer ? Ah ben, la chose qu'il a mis en avant, c'est redéfinir les terminologies, la sémantique de ce qu'on est normalement censé être dans une bonne communication. Effectivement, on a soulevé le fait de se comprendre, de s'apprendre, mais faut-il encore qu'on communique sur les mêmes longueurs d'onde ? Donc la laïcité, à la base, il y a plus de 100 ans, le socle était la liberté. Et aujourd'hui, c'est devenu plutôt des interdictions. Donc on se rend compte qu'effectivement, par rapport à ce que je viens d'expliquer au niveau de l'anecdote, faut-il, alors la question, enfin il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, mais faut-il reprendre les définitions de la laïcité, de la liberté et autres, qui pourtant est très claire aujourd'hui, ou faut-il passer de la théorie à la pratique ? C'est-à-dire qu'effectivement, la laïcité garantit une certaine liberté de conviction, de liberté de culte, de liberté d'expression, mais sur le plan de la pratique, malheureusement, on est encore loin de cette théorie-là. Merci. Bien, on a 3 questions là, on en reprendra 3 après, ça vous va ? Alors, Claude Genreau a posé la question, la réaction des parents. Qui de vous deux souhaite répondre ? Moi, je peux commencer à répondre. D'abord, sur le principe, on fait visiter les lieux de culte à peu près à 2000 élèves en ce moment par an, donc ça représente beaucoup. Et ils viennent d'une aire assez large, hein, du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Donc, et un petit peu d'Alsace même. Et nous n'avons pas donc de lien direct avec les familles. Hein. C'est à travers l'établissement que ça se fait. Donc le retour, on n'a pas un retour général. Moi, je peux dire le retour que j'ai à travers quelques familles catholiques, mettons de Belfort, qui me disent, ben voilà ce que notre enfant nous a raconté au retour. Il a dit, bon, en gros, à la cathédrale et au temple, on connaissait, voilà, c'était pas plus que ça. Mais alors c'était passionnant, vraiment, à la mosquée et à la synagogue, on a appris plein de trucs. Moi, j'en tire de ça qu'il y a une curiosité. Il y a une curiosité pour justement la religion que l'on ne connaît pas, les lieux dans lesquels on n'est jamais rentré. Et cette génération-là ne voit pas la religion comme un tabou, mais plutôt comme un lieu de découverte. Voilà ce que je dirais. Après, la réaction des familles, ça dépendra des familles, je pense. J'apporte un tout petit complément. Effectivement, on n'a pas le lien avec les familles. Et pour le coup, on remercie aussi les professeurs de faire tampon quand il peut y avoir des problèmes. Par contre, ce qu'on propose, nous, c'est 1 à 2 fois dans l'année. On permet à tout public, donc quel qu'il soit,
de venir visiter aussi, de découvrir ce que découvrent les gamins pendant toute l'année. Ce qui fait que quand il y a certains parents qui pourraient être réticents, c'est l'occasion pour eux justement de venir découvrir. Et les rares fois où on a eu des remontées de parents qui ont refusé que leur enfant vienne parce qu'il ne fallait pas visiter la mosquée, il ne fallait pas visiter la cathédrale, il ne fallait pas visiter la synagogue, les professeurs ont essayé de gérer comme ils pouvaient. Et très souvent, ce qui faisait la meilleure publicité, c'est que les enfants, quand ils rentraient, qui racontaient à leurs potes, voilà ce que tu as loupé, là on avait un retour, ils ont regretté après coup. Donc le travail, il se fait malgré tout. Même quand les enfants ne viennent pas, ceux qui participent, ils font une bonne promotion et c'est suffisant. En tout cas, ça compense un peu du moins. Bien, Sarah, tu as posé une question qui s'adressait un petit peu... Enfin, c'était un constat déjà, hein, pas vraiment une question. Comment faire vivre ce débat républicain? Bon, là, je crois qu'on a la preuve quand même vivante qu'on arrive à, quand on veut réunir les bonnes volontés, à faire vivre le débat, questionner les choses, poser les questions qu'il faut. Est-ce que, Jérôme, tu as envie de... Non, pas spécialement. Voilà. Monsieur, j'ai pas retenu votre nom de famille. Kakissi. Voilà. Donc, faut-il reprendre la définition de la laïcité? Qui a envie de s'engager sur ce terrain? Oui, je répondrai aussi, mais d'abord laisser la parole à nos invités et puis aux participants de la salle. Si vous voulez répondre, je vous donnerai la parole après. En fait, voilà. Essayer de rebondir très succinctement sur redéfinir. C'est vrai que, comme on dit, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et la loi de 1905, déjà, ne parle pas de laïcité. Et le concept de laïcité, il est antérieur à la loi de 1905. D'ailleurs, il trouve son origine dans la tradition catholique, chrétienne. Donc c'est vrai que, pas forcément redéfinir, mais déjà apprendre à définir, sans même avoir à redéfinir. Il faut parfois revenir un petit peu aux origines. Et de toute façon, tout est amené à évoluer à travers le temps. D'ailleurs, c'est ce qui permet de rejoindre la deuxième réflexion qui avait été menée. Et ça, c'est... que ce soit Durkheim ou Hervieux Léger, des sociologues, ils ont déjà expliqué qu'on avait un déplacement du sacré. Et effectivement, les religieux perdent un petit peu en termes de sacralité. Et la politique, par contre, a tendance à remettre du sacré là où peut-être il ne devrait pas y en avoir. C'est ce qui fait que parfois on se retrouve malheureusement avec de la friction, là où il devait y avoir justement plutôt de la convergence. Mais après, c'est comme pour tout. C'est tout l'intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre à débattre pour ne pas avoir à se battre. Mais c'est pas grave, il faut parfois apprendre à se frictionner. Et j'ai la crainte, malheureusement, qu'on ait de plus en plus peur du conflit. Quand je parle du conflit démocratique, apaisé, effectivement, dans un cadre républicain démocratique, c'est ce qu'on vit, nous, à travers le dialogue interreligieux. Il y a plein de sujets sur lesquels on se clash, mais c'est très bien. Mais comme on a appris à se rencontrer, à se connaître, à se respecter, une fois que ce travail il est fait, on peut rentrer dans des sujets un peu sensibles. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on prenne le temps au niveau de la société civile et des partis politiques, quels qu'ils soient, recréer du lien, apprendre à se reconnaître, etc. Et peut-être ensuite aborder les sujets qui fâchent, parce que très souvent, malheureusement, et certains politiques ou certains médias font leur beurre aussi là-dessus, ils savent pertinemment qu'un bad buzz, ça créera beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de ventes, que si on dit que tout va bien. Nous, au niveau du dialogue interreligieux, quand on invite souvent les médias, et Dieu merci, parfois ils répondent, la dernière fois, il y en a un qui m'a dit « Oui, mais ça serait quand même plus intéressant si vous abordiez ce qui se passe au niveau de la géopolitique internationale. Là, on pourrait venir. » Ah, désolé, on est une association locale. On ne fait pas de géopolitique internationale, on n'a pas les compétences. Mais en tout cas, ça en disait long aussi sur la ligne éditoriale. Mais c'est pas grave. À nous maintenant de recréer des lieux. Si parfois il y a des abus, moi je suis sûr qu'on a suffisamment de créativité, d'ingéniosité, d'intelligence collective, et on a une démonstration ce soir, pour retrouver des temps, des lieux, des personnes avec qui on peut justement créer cette alternative. Peut-être, on nous présente parfois un monde un peu binaire, en noir et blanc. Moi j'aime à croire qu'on peut apporter de la couleur. Et comme ils diraient les jeunes, aujourd'hui on peut même apporter de la 4D. Donc a priori, il y a encore de l'espoir. Monsieur ? Oui, mais alors, sur la réponse à la question... Vous vous présentez, monsieur ? Philippe Claus, Ligue de l'enseignement et presque 60 ans d'éducation nationale derrière moi, dans divers métiers, dont celui d'enseignant au départ. Alors, faut-il toucher à la loi ? Évidemment que non. C'est un des plus beaux bijoux législatifs que nous ayons. Et j'invite tout le monde à reprendre les débats parlementaires qui ont fait s'affronter nos députés de l'époque. Et ces débats sont d'une richesse extraordinaire et montrent que le résultat, vous pouvez voir dans le film, je fais de la pub pour la Ligue, la séparation
donc un film qu'a porté la Ligue de l'enseignement, mais c'est un film avec des tas de très bons acteurs, tout à fait intéressants, qui vous montreront comment on est arrivé à une loi de compromis, sans compromission, mais à une loi de compromis qui a permis de réconcilier. Et alors, bon, changer la loi, je crois que la laïcité est très simple, il suffit de lire le premier article de la loi de 1905. Cette liberté qui nous permet d'avoir une liberté d'expression limitée, surtout les abus, mais c'est une loi de liberté, ce n'est strictement rien d'autre. Strictement rien d'autre. Alors, simplement, je levais la main, moi, pour intervenir sur toute autre chose. J'étais très heureux de voir que les regards se tournent vers l'éducation nationale, vers l'enseignement. Je voudrais simplement vous rappeler que chaque problème de société, on trouve toujours tout le monde à dire il suffit que l'école s'y mette. Simplement, que fait aujourd'hui notre République pour que l'école puisse vraiment s'y mettre? Regardez le projet de budget. Bon, je suis désolé, les enseignants n'en peuvent plus d'avoir toujours une louche de plus. Les petits Français sont nuls en langue vivante. On commence des langues vivantes à l'école primaire sans même se préoccuper de savoir si les enseignants sont formés pour ça. Les Français montrent tous les jours que ce qui fait quand même le ciment de la nation, la laïcité, mais aussi la tolérance, tout ça n'est pas respecté. La loi, le système judiciaire est clair. La discrimination est punie par la loi. Le racisme, l'antisémitisme sont punis par la loi. Mais est-ce que c'est respecté pour autant? Alors, je vais m'arrêter simplement sur un exemple récent. Lors du 120e anniversaire, je participais à l'animation d'un débat avec, je ne sais plus, 60 ou 80 lycéens de lycées professionnels. Et les élèves nous ont dit quand même très clairement que la France n'est pas un État laïque. Alors après discussion, on veut bien vous croire que les lois prouvent que c'est une république laïque, mais les Français ne sont pas laïcs. Les Français font tout autre chose que la loi. Donc, comment, grâce à vous, les élus, notamment les associations, pouvons-nous aller au-delà de la simple définition légale de la laïcité, de l'antiracisme, de l'antisémitisme? Comment peut-on le faire passer dans le comportement? Alors, je crois beaucoup en l'école, mais encore faut-il soutenir l'école pour qu'elle y parvienne. Soutenir l'école, je ne peux qu'adhérer à ce propos. Et c'est vrai qu'on redemande une couche supplémentaire à chaque fois, et chaque jour a sa nouvelle mission supplémentaire demandée à l'éducation nationale. Alain Pugin, je suis membre de l'Observatoire de la laïcité. Mais je vais parler en mon nom et pas forcément en tant que membre de l'Observatoire. La laïcité, c'est le droit de croire et de ne pas croire. J'ai le sentiment que ce soir, c'est surtout ceux qui croient qui parlent. Tout le débat tourne beaucoup autour de la religion. Et je pense que pour la laïcité, il y a une très grande richesse pour les gens qui sont aussi athées. Et je trouve qu'ils ne sont pas assez représentés ici ce soir en termes de prise de parole. Alors d'abord, il y avait Madame Virginie. Il ne s'allume pas? Ça y est, c'est bon. Ah, il faut éteindre votre micro, en fait. C'est bon? Oui, oui.
Virginie Grus, proviseure du lycée Condé, du lycée professionnel Condé à Besançon. Donc je rejoins tout à fait les propos de Philippe Claus, que je partage à 1000%. C'est facile de dire que l'école doit résoudre tous les problèmes de la société et que dès qu'il y a un souci, eh bien, il suffit, on rajoute une petite couche au programme, on rajoute une petite couche, donc prévention du harcèlement, le programme EVARS, éducation à la vie affective et sexuelle, égalité filles-garçons, la laïcité, et on n'arrête pas. Je vais quand même rappeler qu'il y a un programme et qu'à un moment, il faut aussi se recentrer sur les fondamentaux, parce qu'on finit par faire d'enseigner beaucoup de choses et ne plus avoir le temps d'enseigner le programme. Dans les établissements, effectivement, on travaille sur la laïcité. Je suis dans un lycée, 70% de filles, et avec le gros travail qui est entrepris, la vigilance de chacun, les explications, les informations, on arrive à faire en sorte de ne plus avoir d'atteinte à la laïcité. Voilà, il n'y a plus de voile, il n'y a plus d'abaya, et ça, je remercie Gabriel Attal, parce que ça nous a grandement aidé à ne plus voir les abayas dans les cours de récréation et dans les cours tout simplement. Simplement, je dis vigilance, vigilance, parce que ça revient très vite, ça peut revenir très vite si on ne poursuit pas régulièrement ce travail et qu'on ne parle pas de laïcité. Alors, je voudrais aussi vous informer que le 9 décembre, tous les établissements scolaires étaient invités par Madame la rectrice de l'école primaire au lycée à travailler, à consacrer 1 heure, ça s'appelait Un jour, 1 heure. Il y a des documents pédagogiques qui ont été transmis, il y a un énorme travail qui avait été fait par les référents laïcité, et nos professeurs ont tous à la même heure, c'était la consigne, à 9h, de 9h à 10h, dans toutes les écoles de l'académie, on a échangé, discuté autour de cette thématique. Les fondements de la loi de 1905. On est revenu sur l'origine. Les filles du lycée Condé, je vous ai dit qu'il n'y avait plus d'atteinte à la laïcité ces derniers temps. Simplement, si nous, dans l'établissement, nous travaillons sur la prévention des actes et qu'on échange beaucoup, je vais simplement rappeler que le discours que nous leur donnons, lorsqu'elles retournent dans le quartier, il y a une pression du quartier, il y a une pression des familles, parce que les familles n'ont pas le même niveau d'information. Et lorsqu'on fait, par exemple, on peut organiser une conférence en fin d'après-midi, en soirée, à destination des parents, avec une information sur le thème de la laïcité. On va avoir 3 personnes. On n'aura personne. Donc, je pense que le rôle des associations dans les quartiers, le rôle des maires dans les villes et villages est important, parce que nous, l'éducation nationale, les parents, ils ne viennent pas tous à l'école. Donc, il faut aller dans les quartiers, il faut aller à leur devant. Et les former, informer, échanger, débattre, discuter, c'est essentiel. Voilà. Merci. Merci, Madame Grus. Daniel Dard. Après, je sais qu'il y a une parole là-bas. Je sais qu'il y a une prise de parole là. Oui, moi, je vais compléter un petit peu ce qui a été dit et ce qu'il faudrait retenir. C'est que la loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Je crois que c'est fondamental. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme: nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et l'article 1er de la Constitution, qui affirme que la France assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens,
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ces rappels sont très importants. Et je vais compléter ce que dit Philippe Claus et ce que disait M. Carteret. Je suis aussi une vieille institutrice. Et j'ai toujours prôné le fait que plus on travaille très tôt, avec les jeunes, et mieux on formera des citoyens. D'ailleurs, il y a une phrase qui me plaît bien. On entre élève à l'école et on en sort citoyen. Pour avoir travaillé la semaine dernière avec une école du Grand Besançon, nous avons travaillé sur l'égalité des filles et des garçons pour un niveau CM1, CM2. On s'est partagé avec mon collègue Alain, lui parlait et Ismaïl croire et savoir, moi avec Karima, égalité filles-garçons. On nous a présenté une classe qui était un petit peu difficile. Nous avons été surprises de l'attention portée à cette intervention, didactique, des tutos, des questions, des réponses, une demande qu'ils soient ambassadeurs dans l'école et auprès de leurs camarades et dans le quartier de ce principe fondamental de l'égalité femmes-hommes. Et ce qui m'a marqué profondément, et ça fait 2 fois dans la même école, quand je leur ai dit, en 1800, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon à Paris. Quelques années après, dans tout le territoire. Et il n'y a qu'en 2013 que cette loi a été abolie. Vous voulez le dire, Monsieur le Président, je suis désolée. Voilà. Et je leur ai dit, je suis une vieille institutrice, c'est le cas de le dire, et quand j'ai commencé à travailler dans les années 70, même avant, je n'avais pas de compte en banque, et il a fallu que je demande l'autorisation à mon mari de travailler. Et ça a foncièrement marqué les esprits, et les enfants sont venus me voir à la fin de la réunion en me disant « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Ils avaient du mal à imaginer cela, et ils nous ont dit « nous, on veut bien être ambassadeurs de cette égalité, filles, garçons et hommes-femmes ». Donc on leur a dit « nous attendons vos propositions ». Je crois que c'est en travaillant sur des exemples qui les touchent, qui vivent au quotidien, très tôt. CM1, CM2, c'est bon. Avant, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire passer un certain nombre de choses. Voilà, excusez-moi. Ben non. Monsieur Mercier, et après vous. Excusez-moi, mais vous aviez effectivement... Je note. Allez-y. Bonsoir. Alors, Smaïl Djerbal, je travaille pour l'association Récidev. Alors, comme Alain, j'aimerais parler aujourd'hui sans ma casquette de salarié de Récidev. Simplement rappeler que, oui, la laïcité, nous, on l'aborde dans l'espace public, à Planoise, dans d'autres quartiers, via les tables de quartier qu'on a animées et d'autres dispositifs. Et c'est une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis personnellement de revoir complètement ma façon d'aborder la question de la laïcité parce que je me suis rendu compte qu'on était complètement en décalage avec nos jeunes. Pour nos jeunes, aujourd'hui, la laïcité est prisonnière du voile, tout simplement. La laïcité, le débat, comme j'étais avec Philippe, quand on a accueilli plusieurs classes, environ 200 élèves de plusieurs lycées, et le débat s'est limité à la question du port du voile. Oui, sur cette question-là, et puisqu'on nous invite justement à oser le débat, à ne pas avoir peur, j'aimerais rejoindre sur cette question-là précise M. Kakissi qui demandait à ce qu'on redéfinisse ou on définisse les choses. Ben oui, le voile, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il a été créé par l'homme et pour l'homme. Ce n'est aucunement un habit qui concerne la femme parce que, tout simplement, elle est obligée de le porter quand elle est en présence d'hommes qui ne font pas partie de sa famille.
et parfois même des hommes qui font partie de sa famille. Moi, le voile, je l'ai longtemps connu en Algérie. Il y a un événement qui m'a marqué, et j'en parle souvent. C'est ma première rentrée au collège, avec une camarade à qui on a imposé le voile pour la première fois. Elle a fait tout le chemin jusqu'à l'école en pleurant. Alors il faut dire les choses, il faut les définir, il faut oser les définir. Le voile, il vise tout simplement à effacer la femme de l'espace public. Parce qu'au-delà du voile, au-delà du fait de la cacher, il lui est ordonné aussi de ne pas faire de bruit quand elle marche. Elle ne doit pas porter de parfum. Elle ne doit pas non plus rester dans l'espace public et discuter à voix haute, etc. Donc moi, qui aborde la question du genre, et ce n'est pas anodin, vous l'aurez compris, que lorsqu'on parle de laïcité, on parle aussi d'égalité filles-garçons ou femmes-hommes, parce que toute la question est là. C'est finalement, la question concerne la femme, son corps, sa liberté. Et du coup, je perds un peu le fil, mais simplement, cette question du voile-là, il faut savoir mettre les mots qu'il faut devant et oser définir les choses telles qu'elles sont. Je ne peux pas aujourd'hui parler de dégenrer la ville et accepter que l'on efface la femme, qu'on la voile, qu'on lui demande de passer inaperçue dans l'espace public. Voilà, c'est tout simplement ce commentaire que je voulais faire. Merci. Merci, madame. Vous avez demandé la parole tout à l'heure et j'avais oublié, donc je vous la donne tout de suite. Présentez-vous d'abord et puis après. Marie-Pierre Caté, je suis également de la Ligue de l'enseignement, une association mobilisée depuis 120 ans et plus encore sur les questions de laïcité. La Ligue de l'enseignement, on agit avec les autres associations au quotidien sur ces questions-là, à la fois pour faire vivre la laïcité avec les enfants et plus largement, aussi pour faire connaître, faire débattre là-dessus. Et puis, on voit bien aussi l'enjeu qu'il peut y avoir sur la formation des adultes autour de la laïcité. Moi, je voudrais réagir quand même à M. Jean-Paul Carteret, par rapport à la question du milieu rural. Parce que dans toutes les interventions qu'on fait, nous, sur la laïcité, on va beaucoup dans les quartiers, on va peu au centre-ville, un petit peu, et on ne va jamais en milieu rural. Et du coup, vous avez commencé en disant la question, elle ne se pose pas de la même façon en milieu rural. Mais en fait, je crois que la question, elle n'est pas abordée en fait en milieu rural. C'est surtout ça. C'est pas qu'elle ne se pose pas, c'est qu'elle n'est pas abordée. C'est une non-question. Et vous avez fait le lien, oui, vous avez fait le lien avec le vivre ensemble et l'importance du vivre ensemble. Simplement, le vivre ensemble, il dépasse la vie du village. C'est que les gens, ils n'habitent pas que seulement un village, ils habitent un pays, ils habitent une société. Et si cette question du vivre ensemble, on se contente de se dire on vit bien entre nous dans notre village, en fait, si on oublie qu'on est aussi des citoyens qui dépassent la vie du village, et ben voilà, on voit bien qu'en milieu rural, quand même, sur la question de l'acceptation de l'autre, sur la question de l'ouverture, sur la question... voilà, et que discuter de laïcité aussi en milieu rural, aborder ces questions-là, ça pourrait peut-être faire avancer des choses sur des débats plus globaux. Voilà, donc je voulais juste mettre... voilà. Eh bien, je vous en prie. Merci. Attends, on finit le tour des questions. Il y a des personnes qui patientent, parce que sinon ça va faire un débat. Oui. Je dis que je le vivais. J'ai pas besoin de l'inventer. Je le vis ou je le fais vivre. Je vous rassure, je serai très bref. Jérôme Coutreau, professeur du lycée Jean-Michel à Lons-le-Saunier. Un premier élément, ce qui sous-tend nos pratiques dans l'éducation nationale, c'est l'acquisition des connaissances et la diffusion des valeurs de la République. Donc la laïcité, c'est pas une option. C'est quelque chose qui implique toutes nos pratiques tout au long de la scolarité. Et effectivement, l'empilement d'actions toujours en réaction à différents événements n'est pas toujours gage d'efficacité. Voilà. Et puis, une petite remarque un peu plus personnelle, j'entends beaucoup souvent liberté, égalité, et on ajoute la laïcité. J'aimerais pouvoir dire qu'elle ne s'ajoute pas, la laïcité, au triptyque républicain, elle le précède. S'il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de triptyque républicain.
Et peut-être que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir à certains moments. Et enfin, je vais envoyer une petite pierre dans le jardin de nos conseillers régionaux. Ce triptyque républicain, il sous-tend notre action éducative à tous les niveaux, comme elle sous-tend notre action de fonctionnaire, comme elle sous-tend. Et je me demande si c'est suffisamment visible à l'entrée de nos lycées. Donc peut-être que vous pourriez nous inciter à la région à l'afficher de façon plus claire. Pour ce qui concerne le lycée Jean-Michel, si ça ne vient pas assez vite, on le fera. Et on vous invitera à l'inaugurer, Monsieur le Président, avec grand plaisir. Voilà, j'ai assez dit. Merci. Cette fois-ci, Jean-Paul. Je disais, puis je réponds, on n'a pas besoin d'en parler. Si je fais une réunion à la mairie en disant on va parler de laïcité, il n'y aura personne. Je disais, quand on est garant, on met en place les choses avec les associations. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est pour ça qu'on n'en parle pas forcément. Et j'ai pas dit, madame, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème ou qu'on n'en parlait pas. C'est ce que je vis. J'ai pas dit qu'il n'y avait rien nulle part. Il y a des problèmes à certains endroits. Je profite que j'ai la parole pour dire que il y a des choses dont on ne se méfie pas. Je suis président national actuellement, mais depuis 15 ou 20 ans, je suis en charge de l'éducation pour les maires ruraux de France. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où je suis appelé par des gens qui cherchent le soutien des maires ruraux pour créer des écoles privées sans contrat. C'est inimaginable le nombre d'appels que j'ai, je refuse, je n'ai même pas besoin de vous le dire. J'ai dit ça sera sans moi. Moi, je connais l'école de la République, je n'en connais pas d'autres, il faut chercher ailleurs. Voilà. Mais sachez que ça existe. Les gens qui vendent du vent, qui font croire que votre école va fermer, mais nous, on a la solution pour vous aider. C'est incroyable le nombre d'appels que je reçois. Oui. Donc, méfiance. Voilà. Avec tout ce qui est derrière. Hein. On voit que tout est lié. Laïcité, le triptyque républicain, l'éducation nationale dont on a beaucoup parlé. On a parlé de religion, Monsieur Pugin, mais je crois que pas que. Vous avez vu que ça s'est aussi équilibré. Nous avions un élu de la République, nous avions l'Observatoire de la laïcité, et il était intéressant aussi d'avoir la vision aussi de représentants religieux. Je pense que ça permet d'avoir un débat vraiment complet. Moi, je voudrais juste vous lire l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Je vais juste lire pour que tout le monde l'ait en tête, parce qu'on dit que c'est une loi qui interdit. C'est une loi de liberté. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Et enfin, l'article 1er de notre Constitution, celle de 1958. La France, c'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. En 1958, quand ça a été dicté, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le combat continue encore et aujourd'hui. Claude. Moi, je crois, Sanima, il ne faut pas s'inquiéter de la recherche pro-volontariste, d'une sorte d'équilibre, de fait confiance là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète qu'un débat s'anime. Je crois qu'on a commencé de façon très policée, d'ailleurs, et de façon très tranquille, mais que c'est heureux que les choses se réveillent. Vous l'avez dit, d'autres l'ont dit, on doit être là pour débattre. Et moi, je pourrais, bien entendu, parler de mon expérience de professeur d'histoire géo, ça a quand même un peu de sens, ou de proviseur. Je voyais passer dans mon bureau, et comme d'autres, comme mes collègues, des situations, des élèves qui se posaient des tas de questions, et on essayait d'y répondre comme l'on pouvait. Je pourrais aussi raconter l'expérience du pays de Montbéliard, d'où je viens. Je rajoute un petit peu au déséquilibre géographique.
j'étais issu d'une famille où mon père était protestant, il n'allait pas au temple, ma mère était catholique, elle allait à l'église, c'était une foi émancipatrice très belle, et qui n'avait pas à rougir. Elle était laïque jusqu'au bout des ongles, pourtant, et on habitait chez un médecin juif qui accueillait dans les années 60 des musulmans qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée pour faire vivre les usines de production d'automobiles. Moi, je porte un peu comme une croix, pardon de cette plaisanterie, le fait que ma génération ait échoué. Moi, j'ai le sentiment d'avoir échoué. Moi, je me dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas vu les choses venir. Je me suis posé cette question-là quand j'étais en situation professionnelle. Pas vous empêcher de dormir la nuit prochaine, mais tout de même, il y a des choses graves qui se sont passées, et encore récemment, et on ne peut pas dire que ça ne fait pas écho. Alors moi, contrairement à mon collègue, je pense que, je ne parle pas de la loi, mais sur le langage, alors là, oui, moi je crois qu'il faut qu'on fasse des mises à jour, qu'on emploie les termes d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut qu'on aille sur les réseaux sociaux et employer le verlan, et même ça c'est dépassé. Mais je crois que d'abord, ce n'est pas d'une évidence absolue que ce concept soit universel. On est très content. Alors on parle d'exception française, mais vous avez comme moi beaucoup voyagé, et on ne nous comprend pas. Pour l'expliquer, ce n'est pas seulement une pédagogie et expliquer des textes, il faut les connaître, il faut les avoir, il faut en parler. Mais si, ce qu'il faut revoir, c'est le contexte, les mots d'aujourd'hui. Le contexte de 1905, c'est plus celui d'aujourd'hui, mais avec les choses qui se passent aujourd'hui, on peut ramener de façon, je crois, volontariste et d'une façon un peu combattante. J'entendais des gens qui disaient, mais bon, n'en faisons pas un concept comme ça, fermé. Et s'il suscite débat, eh ben, tant mieux. Les jeunes, les ados, ceux qu'on a justement dans les établissements, ben, ils sont à l'époque où on se pose des questions. Bon, est-ce qu'il faut croire, pas croire? Alors évidemment, on se dit, ah non, on sort du champ parce qu'on parlerait de la foi. Mais parlons-en. On est dans des cadres précis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet engagement? On a des arguments à opposer, comater, à cette idée-là. Il peut y avoir une spiritualité en dehors d'une foi stricte qui référerait à une culture religieuse. On peut parler de ça. En même temps, on a le respect pour ce qui s'est construit par le passé et encore aujourd'hui autour de ces références-là. Donc, moi, je pense que cette idée de la questionner aujourd'hui n'est pas scandaleuse. On n'abandonne pas les choses fondamentales, jamais. On a des protections, mais pour la faire vivre, on parle d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde autour de nous, pour que ce concept prenne un petit peu de la réalité des temps d'aujourd'hui. Ben, écoutez, sur ces paroles que j'ai trouvées très très sages de Claude Mercier, auquel on adhère, il était nécessaire de relire, je pense, pour entendre les mots de 1905, mais toutes vos prises de parole montrent que c'est un débat encore bien vivant, un héritage du passé à faire vivre aujourd'hui. Alors, je pense que Jérôme se revient. Allez, on commence par Daniel. Un petit mot de conclusion, et puis pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation. Et puis Jérôme, tu concluras. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre attention, et merci encore une fois pour votre présence. Oui, un mot rapide. Merci, Monsieur le Président de la Région. Nous comptons sur vous pour cette charte, pour nous aider à la promouvoir. Et puis, Monsieur Carteret, nous souhaiterions travailler, bien entendu, avec vous et en tant que président des maires ruraux, parce que c'est vrai que nous n'arrivons pas à les toucher. Donc, nous sommes là pour les... Oui, à les toucher, pardon. Les informer, leur faire partager cette charte qui, pour eux, est importante et les protège. Ça me semble important. Donc, voilà. Donc, l'observatoire, la balle est dans vos camps, messieurs, venant d'une femme, mais nous comptons sur vous. Et puis moi, je remercie encore toutes les personnes et tous les collègues qui travaillent à la fois sur le collectif et sur l'observatoire, parce qu'il y a une envie de faire avancer et de travailler au niveau des enfants pour se vivre ensemble, ce que j'appelle aussi le être ensemble et le faire ensemble. Voilà, très très important. Et l'observatoire est ouvert aux personnes, puisque nous sommes tous des bénévoles, aux personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, de se joindre à nous.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais exceptionnellement mettre ma casquette de référent laïcité au sein du conseil départemental du culte musulman du Doubs, donc je m'excuse de sortir du cadre dans lequel j'ai été convié au niveau du groupe interreligieux. Si on devait revenir, effectivement, c'est dommage que le temps ne me permette pas de pouvoir échanger plus longuement. Si on parle de l'égalité homme-femme, on a beaucoup fait référence au quartier. Ce serait bien qu'on quitte aussi la dimension du quartier pour revenir effectivement vers la ruralité, mais aussi vers d'autres types de quartiers qui ont une autre forme de séparatisme. Celui-là est social, et ce serait bien aussi qu'on l'interroge parfois. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a que 7% de femmes qui sont présidentes au CAC 40 et seulement un tiers qui sont députés ou sénatrices. Donc aussi, ça devrait nous interroger sur l'égalité. C'est pas que dans les écoles, c'est pas que dans les quartiers, malheureusement, c'est à peu près partout. Ensuite, on parle de la laïcité comme un héritage. Du coup, il y a un glissement sémantique aussi qui m'interroge. Un héritage à faire vivre. Quand on parle d'héritage, il y a des héritiers qui sont légitimes, d'autres qui sont illégitimes. L'Alsace est une héritière illégitime de cette laïcité. Les dom-toms sont des héritiers illégitimes. Et du coup, ça pose aussi question. On parle de laïcité comme étant avant la devise. Force est de constater que certains départements se débrouillent très bien sans la laïcité et ils font plus peut-être même vivre la devise liberté, égalité, fraternité que d'autres départements qu'on a en France métropolitaine. La question a été évoquée encore une fois des femmes voilées, ou des femmes plutôt qui portent le voile. Je regrette qu'elles ne soient pas présentes, elles auraient pu très bien se défendre elles-mêmes, et je ne le ferai pas, puisque j'estime que sur les plateaux télé, on parle systématiquement d'elles, elles ne sont pas présentes. Je me refuse à parler d'elles alors qu'elles ne sont pas présentes non plus. Je sais, bien sûr. Et enfin, juste rapidement sur la laïcité d'Aristide Briand qui a été évoquée, je suis totalement d'accord. Il ne faut pas oublier que pendant les débats, il y a aussi un parti pris qui était celui d'Émile Combes, et ça serait dommage que la lettre de la laïcité d'Aristide Briand finissent aujourd'hui par devenir l'esprit de la laïcité d'Émile Combes. Et j'espère juste attirer la vigilance sur ce point. Merci beaucoup. Je voulais prolonger sur l'actualité de cette loi 1905, effectivement, l'esprit d'Aristide Briand, la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, mais aussi de changer de religion. Tout ça, c'est un héritage extrêmement précieux et qu'il faut pouvoir transmettre aux jeunes. Il n'y a pas d'obligation d'aucune sorte d'être déterminé par son milieu, sa famille, voilà, les réseaux qu'on fréquente, que sais-je. Voilà, cette grande liberté, et on en parle entre nous, hein, cette liberté, y compris de ceux qui changent de religion. Et enfin, ce qui est aussi inscrit dans la loi de 1905, on n'a pas tellement parlé, mais la capacité de la pratiquer en privé et aussi dans l'espace public. Tout ça est protégé par la loi, c'est un héritage précieux. On peut trouver des mots plus actuels, mais gardons-le. Merci. Moi, je ne dirais pas grand-chose, simplement que les maires partout, le premier souci, c'est que les gens de leur village, de leur ville aussi, s'entendent bien. C'est le bien vivre ensemble partout. Et c'est comment le mettre en œuvre. Moi, ce que je reproche à la France, c'est que tout est trop saucissonné, chacun dans son couloir. Et chacun a l'impression de vouloir faire quelque chose pour la laïcité ou pour autre chose. Et nous, on est là pour encadrer des enfants. Et il se trouve que, par exemple, je donne un exemple pour terminer, ça, pour vous amuser presque, parce que quand vous avez, par exemple, les fameux CTG, là, c'est les conventions territoriales globales conventionnées par la CAF, vous connaissez ça, mais les CTG, on s'occupe des enfants dans le périscolaire. Et après, il y a l'école qui fait autre chose, mais c'est le même enfant qui est à l'école et puis qui est dans le périscolaire. Et quand est-ce que les gens se mettront autour de la table pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait pour la laïcité et comment on le fait ensemble? Alors, qui doit orchestrer ça? Je ne sais pas. Peut-être que ça peut partir de la région, pourquoi pas? Avec le département, avec... J'en sais rien. J'en sais rien, le chef du village, oui. Peut-être, pourquoi pas, la charte, voilà, on peut tous se retrouver, mais chacun fait son truc dans son coin. C'est ça qui ne va pas en France. Et nous, les maires, on doit tout faire. On n'a pas de chef de service, on n'a pas de voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les gens travaillent ensemble. Avec un sujet, la laïcité. Voilà. Merci, en tout cas, d'avoir donné la parole aux maires ruraux. Merci. Bon, il m'appartient de conclure, parce qu'il y a plus important que le débat, c'est le débat après le débat, autour d'un verre, d'alcool ou pas d'alcool d'ailleurs, voilà, d'un bout de repas ou pas de repas, puisqu'on on vit les uns côté des autres, les uns avec les autres, en respectant nos préférences et nos orientations. Moi, je vous remercie très chaleureusement pour ce débat, aux intervenants d'abord, au public ensuite. Je remercie Salima, Pauline, qui l'a beaucoup
Pépolé, tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce débat. Peut-être avec quelques remarques. C'est un débat qui a été très œcuménique, pour l'essentiel. Donc, je suis assez d'accord avec Claude Mercier, comme souvent d'ailleurs. Moi, je n'ai pas peur d'un débat plus vif, peut-être. Et je crois qu'il faut accepter un peu de dispute intellectuelle, de frottement, parce qu'on en a besoin. Et sans doute que cet aréopage ce soir de gens bien intentionnés, bienveillants, instruits, réfléchis sur le sujet, ne traduit-il pas le climat actuel qui nous entoure? Et il y a plusieurs menaces quand même qui pèsent sur la laïcité. La première, c'est sans doute qu'elle ne se réduise à un débat interreligieux. Et laïcité, c'est celui qui croyait au ciel et c'est celui qui n'y croyait pas. Donc Aragon nous vient en secours, mais il faut quand même qu'on ait l'ensemble de ces dimensions. Parce qu'il y a une place pour l'athéisme, il y a une place pour ceux qui ne sont pas concernés par le fait religieux, l'acceptent pour d'autres, et considèrent que cette humanité, elle est faite de ceux qui ont cette aspiration, cette croyance, et ceux qui vivent sans. Deuxième sujet, qui peut-être est le plus lourd, le plus dangereux, pour moi, c'est une forme d'indifférence. L'émancipation a sans doute fait place aujourd'hui à une forme d'individualisme. Et le risque est davantage que nous vivions les uns à côté des autres, plutôt que nous vivions ensemble. Et que j'ai parfois le sentiment, c'est mon troisième risque, que la laïcité soit un peu comme le latin ou le grec, une langue morte. Hein, le latin et le grec ancien, une langue morte. Et que finalement, alors c'est drôle parce que j'étais sur le pantalon tout à l'heure moi aussi, la loi de 1800 qui interdisait aux femmes de porter le pantalon, que ce soit une loi, soit dans le droit positif, mais que ça concerne plus grand monde, et qu'on ait oublié que ça existe. Et qu'on ait quelques gardiens du temple, moi aussi je fais des plaisanteries sur la laïcité, qui font vivre la flamme, mais que tout autour, finalement, ça n'existe pas beaucoup. Et quand même, dans ce 120e anniversaire, j'ai un peu le sentiment que c'est ça qui se passe. Il y a quelques militants convaincus, qu'il y a des gens qui se battent, qu'il y a des religieux qui discutent, qui vivent ensemble, et que par ailleurs, la vie continue et que ce soit plus un principe, qui soit un principe actif au cœur de la République. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que si on n'a qu'une vision muséale ou historique de la laïcité, alors on passe à côté des sujets du moment, et on va continuer d'être interpellé sur nos politiques publiques. La question du voile qui a été évoquée, la question des menus, la question des piscines, la question de tout ce qu'on veut, ça va revenir. Et on a une laïcité qui est quand même très souvent adjectivée. Hein, donc une laïcité de combat, une laïcité positive, une laïcité ceci, une laïcité cela. Voilà, donc il y a évidemment les principes de la République qui nous animent et qui sont indissociables de la laïcité. Claude disait, au-delà de nos frontières, laïcité, c'est pas compris. C'est vrai, parce que c'est une construction qui est éminemment française, éminemment républicaine. Donc voilà, je crois qu'on a ce débat entre nous. Alors j'ai la liste des courses qui a été dressée à la région. Je retiens plusieurs choses. Que sur la charte, on peut aller plus loin. D'ailleurs, à l'étendre à d'autres échelles. Jean-Paul Carterel proposait. Qu'il n'y a pas de laïcité sans vie associative et sans bénévolat, et sans sans personnes qui s'investissent par désintéressement, par altruisme, au service des autres, et que donc notre vie associative, elle est centrale, la région y prend sa part. Je pense que c'est extrêmement important qu'on ait ces acteurs qui mettent un peu de lien entre les molécules de la société, faute de quoi, alors ce sera chacun à côté des autres. Et puis sur les lycées, l'offre de services que vous nous avez faite, ou la suggestion qui a été formulée me paraît intéressante. Il faut qu'on soit nous aussi en proposition pour que nos jeunes puissent à l'entrée des lycées se sentir concernés et constatent que la laïcité est un principe vivant qui est au cœur de la République, qui est au cœur de notre communauté humaine et qui fait vivre les trois valeurs de la République. Et d'ailleurs,
pour terminer sur une petite note d'humour, Claude Mercier n'était pas choqué qu'on puisse faire évoluer la laïcité avec des mots d'aujourd'hui. Je voulais reprendre une formule de Martin Luther King que vous connaissez toutes et tous par cœur, qui disait « Vivons ensemble comme des frères, sinon nous finirons comme des fous ». Aujourd'hui, on dirait plus ça. On dirait « Vivons ensemble comme des frères et des sœurs, sinon, voilà, vous voyez, ça a bougé. » Et ces considérations évoluent, donc il n'y a pas de raison que la laïcité, elle ne bouge pas aussi dans sa conception, dans le débat qui l'anime et dans la façon dont nous allons toutes et tous la porter ensemble. Merci pour votre présence et votre participation. À bientôt. Et donc Salima a préparé avec ses petites mains quelques rafraîchissements et choses à manger.